Moi, ce qui me hérisse le poil, c'est le citoyen du monde. Ouais, c'est ça, le Tu citoyen. vois, le citoyen du monde, en fait, c'est un peu Macron, Bernard-Henri Lévy, des gens qui se disent à l'aise partout dans le monde, mais qui ne font qu'y parler anglais et aller d'un palace à un autre, d'un aéroport à un autre. Et j'ai beaucoup plus aimé être guide à pied dans la nature que guide avec des 4x4 où tu arrives dans un village, c'est une invasion. J'ai été parachutiste, j'ai pas besoin d'envahir des villages. C'est beaucoup plus agressif. Voilà, et le but c'était de faire se rencontrer des peuples différents. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant des années, jusqu'à ce que malheureusement le mondialisme, et cette fois-ci apporté par les Cambodgiens eux-mêmes, détruisent complètement ces zones par la déforestation et par le consumérisme. Il faut, pour pouvoir aimer l'autre, s'aimer soi-même et avoir confiance en sa culture, apprécier sa culture, la protéger. Parce que on parle beaucoup d'écologie, mais vous savez que le sens de l'écologie, c'est la science du logis. C'est qu'on ne peut pas aimer un autre foyer si on ne respecte pas son propre foyer. Et notre foyer originel, c'est la forêt. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, mon ami Pierre-Yves Clé. Nous allons, comme d'habitude, parler d'histoire, de philosophie et de politique, puisque tout est politique dans la vie. Mais avant, je vais laisser Pierre-Yves se présenter. Alors, dans une petite semaine, ça va faire 30 ans que je suis arrivé au Cambodge. Je suis arrivé avec l'armée française en tant que parachutiste des casques bleus envoyés par les Nations Unies, que je n'aime pas beaucoup d'habitude. Mais pour une fois, j'ai eu beaucoup de chance en fait, dans ma vie en général. Moi qui suis rarement d'accord avec la politique de mon pays, cette fois-ci j'étais d'accord avec Roland Dumas, qui avait, sous l'égide duquel ont été signés les accords de Paris de 1991 sur le Cambodge. Donc en fait, moi jeune parachutiste, effectuant mon service militaire, je m'étais porté volontaire pour un stage commando à La Réunion. Et puis ça m'a mis en fait sur les rails pour la mission que personne n'attendait. Et donc je n'ai jamais posé les pieds à La Réunion, mais ça fait 30 ans que je suis au Cambodge, où j'ai pratiqué un petit peu tous les métiers. Et tu m'avais dit que tu avais commencé par un club de ski nautique, c'est ça? Alors oui, en effet, je suis passé directement de parachutiste à professeur de ski nautique. Je n'avais jamais fait de ski nautique de ma vie, mais j'étais véliplanchiste en Bretagne. Et bon, c'est des sports de glisse, tout ça. Et l'important, c'était la belle aventure qu'on a menée avec 3 camarades à l'époque. Donc de construire ce truc un petit peu improbable sur le Mékong, à une époque où en fait le fun n'était pas le maître mot. Au Cambodge. Au Cambodge. Et donc on s'est beaucoup amusé, donc je m'étendrai pas sur tout ça. Et puis après j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme et que tu connais bien, Chenda. Et là il a fallu arrêter de rigoler. C'est le cas de la plupart des je fais juste une parenthèse parce que beaucoup de Français, d'Occidentaux fantasment sur la femme asiatique, parce que moi-même je suis marié avec une femme asiatique, mais en fait c'est des dictateurs. Hein. C'est ça. Pol Pot est un petit joueur à côté de nos épouses. Ne croyez pas que... parce que j'ai entendu ça aussi, notamment au sujet d'un autre Pierre-Yves, Géron, lui, qu'il a été acheté sa femme en Thaïlande, etc. D'abord, elle est cambodgienne. Ça fait preuve de beaucoup de mépris de la part de tous ces gens qui croient savoir. Absolument. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est des femmes à caractère et je peux vous dire que on file droit. Voilà, on fait les malins comme ça quand on est tous les deux là, mais bon, à la maison, ça file droit. Voilà. Ouais, on est obligé de devenir sournois souvent, hein, de cacher les choses. Voilà. Bon. Alors, je te laisse continuer. Donc, tu te maries avec Chenda et là, vous vous lancez un petit peu dans l'hôtellerie, c'est ça? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Au départ, il fallait gagner des sous parce qu'on n'en avait pas. En fait, le ski nautique, ça n'avait pas été très rémunérateur.
Donc moi, pendant longtemps, en fait, j'ai travaillé comme dans le tourisme. J'ai commencé. Alors, j'aimais voyager, j'aimais la moto. J'ai découvert la moto au Cambodge. Et par hasard, je suis tombé en fait sur le petit futé et j'ai commencé à. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai écrit la première version du petit futé sur le Cambodge. On l'a créé de A à Z et puis après, avec des amis, on l'a maintenu à jour pendant 12 ans à peu près. Ah oui, ça a duré 12 ans. Ouais, c'est ça au total. Puis après, j'ai été, je ne correspondais plus aux critères, semblerait-il, et j'ai dû faire place à des bobos parisiens. La mondialisation est arrivée. Voilà, mon parler vrai ne convenait plus. Puis en plus, je gagnais trop d'argent pour la régie publicitaire parisienne. Bon. Ah oui Non, c'était. C'est marrant, ça. Parce qu'en fait, le principe de beaucoup de ces guides, c'est Oui, c'est qu'on va prendre des jeunes plumes inconnues et puis on va les exploiter gentiment. Même si j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Dominique Ozias, qui est le grand patron et le fondateur du petit futé. Je ne me suis pas très bien entendu avec certains de ses subordonnés. Après, une de surmain qui travaillait, forcément une cousine de notre ami d'ici, du Cambodge. Mais c'est vrai que c'est un guide qui a pas mal fonctionné parce que moi-même je l'ai acheté à l'époque et c'est comme ça que je suis allé aux Terres Rouges, l'hôtel que tu avais, ton premier hôtel que tu avais. Voilà, c'est ça, oui. Un hôtel un peu d'aventure, de liberté, de. Oui, parce que oui, de fil en aiguille. Alors, d'abord, donc, j'écrivais dans le tourisme. J'ai travaillé aussi brièvement pour les assurances. Je travaillais pour une boîte qui s'appelait Indochine Assurance, qui était la plus grosse boîte et la première d'assurance au Cambodge. J'avais rencontré Philippe Lenain, que je salue ici, qui était le directeur de cette boîte au Martini, qui était la grosse boîte de l'époque où se retrouvaient tous les expats. Quelque chose que nos contemporains qualifieraient de glauque, forcément. Moi j'ai connu la fin du Martini, quand ça a été racheté par les Chinois. C'était assez rigolo, c'était le Cambodge des années 90. Ouais. Et c'est là que se décidaient beaucoup d'affaires. Donc j'ai travaillé un petit moment dans les assurances. J'avais le titre ronflant de directeur du développement. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, comme je connaissais bien le Cambodge, il m'avait demandé de trouver des jolis bâtiments coloniaux dans certaines villes du pays où ils avaient des programmes d'assurance. Et donc j'ai trouvé ces bâtiments, je les ai restaurés, puis après j'ai mis des équipes dedans. C'est comme ça que tu as découvert la maison coloniale aux Terres Rouges ou... Ah non, pas du tout. Non, parce qu'on n'avait pas de programme à Ratanakiri. Et puis, après, je travaillais aussi comme guide freelance pour différentes boîtes, pour Terre d'Aventure, pour Geographic Expeditions à San Francisco. Et j'emmenais les gens un petit peu partout au Cambodge. En fait, à l'époque, je les emmenais où les guides cambodgiens ne les emmenaient pas, c'est-à-dire tout le Cambodge sauf Angkor et Phnom Penh. Oui. Et même malgré tout, j'allais à Angkor et je prenais un guide cambodgien et je dois dire que j'ai toujours eu et j'ai toujours maintenant beaucoup de plaisir à retourner à Angkor et j'y vois à chaque fois, j'y suis allé des centaines de fois, des choses nouvelles. Ouais, c'est vrai, c'est un site magnifique de toute façon qu'il faut visiter. Si vous n'êtes jamais venu au Cambodge, on vous invite à venir, surtout que maintenant c'est de nouveau ouvert. Il y a vraiment des choses à faire, il n'y a pas encore trop de Chinois qui sont revenus. Les Terres Rouges, maintenant tu as développé l'hôtel, tu as même des éléphants. Voilà, donc. Alors ça, c'est à l'extrême opposé d'Angkor. En fait, c'est le coin nord-est du pays, à la frontière du Laos et du Cambodge. Donc pendant des années, en fait, sur ma carte de visite, j'avais le titre ronflant de coureur des bois, parce que j'aime en fait me relier à ces Français du passé, et les Français du Canada m'ont toujours beaucoup inspiré. Par rapport à leur courage, pour leur rapport aux indigènes en fait. Ouais. Et cet amour de la liberté aussi. Voilà, c'est ça. Et il m'est arrivé d'être en canoë sur la rivière Sessane et puis de penser à mes lointains ancêtres là-bas. Moi, j'avais un castor sur la tête. Ça faisait peut-être un peu chaud. On m'en a offert un par la suite. À l'époque, j'étais avec ma femme qui était pas ethniquement pas si différente des Squaws du Canada. Aussi belle. Mais tu fais une parenthèse parce que un jour avec mon épouse cambodgienne, on est chez les Navarros. Oui. On visite les Navarros. Et parenthèse, c'est magnifique, un monument de vallée, etc. Tu n'as jamais été Non, jamais. J'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Ouais, c'est incroyable. Et j'imagine qu'ils ont pris ta femme pour une Navarro. Oui, exactement. Et donc on a une guide Navarro, c'est le truc classique touristique. Et ils nous font la visite et ils nous amènent dans une tente, tu vois, où il y a une grand-mère.
et qui montrent un peu leur coiffure, parce qu'ils ont des belles coiffures, etc. Un peu comme les Khmers d'ailleurs, qui ont beaucoup de belles coiffures sur les temples à Angkor. Et du coup, ma femme se fait coiffer, et là la guide elle dit mais on dirait une Navarro, mais vraiment c'est même étonnant. De peau, les Indiens d'Amérique sont des Asiatiques qui ont traversé le détroit de Bering à l'époque des glaciations. Absolument. Mais bon, là, c'était vraiment étonnant. J'aurais laissé ma femme dans la tribu, se serait intégrée, enfin, elle aurait fait attraction à touristes immédiatement. C'était assez affolant. Voilà, je ferme cette parenthèse et je voudrais revenir un peu sur cet esprit de liberté. Et l'autre jour, tu me disais que, parce que tu manages une petite communauté sur Facebook. Et tu disais que que tu avais en horreur certaines personnes. Enfin, certains discours plutôt. Moi, ce qui me hérisse le poil, c'est le citoyen du monde. Ouais, c'est ça, le Tu citoyen. vois, le citoyen du monde, en fait, c'est un peu Macron, Bernard-Henri Lévy, des gens qui se disent à l'aise partout dans le monde, mais qui ne font qu'y parler anglais et aller d'un palace à un autre, d'un aéroport à un autre. Alors, je fais une parenthèse parce que pour moi, le citoyen du monde, c'est vraiment se dire citoyen du monde, c'est une arrogance parce que ça veut, en définitive, ça veut se dire au-dessus des nations. Je suis citoyen de tous les pays. Je peux aller partout je suis chez moi. Mais nous, par exemple, quand on est au Cambodge, on n'est pas chez nous. Même si toi, tu as aujourd'hui la nationalité cambodgienne et donc tu es un Cambodgien. Mais moi, je ne suis pas cambodgien, je n'ai pas la nationalité cambodgienne. Et c'est un bon stage pour les gens de vivre dans un autre pays et de devoir s'intégrer à une culture, l'assimiler et faire un minimum d'intégration. Mais le citoyen du monde, lui, il ne s'intègre pas parce qu'il va dans un bar à droite où il n'y a que des citoyens du monde, un hôtel, il n'y a que des citoyens du monde. En fait, ils restent entre eux. C'est ça, ils parlent anglais, souvent mal. Le globish, c'est du globish. Et nous, enfin, toi, moi, alors, nous avons des expériences différentes. On n'a pas du tout les mêmes professions, les mêmes compétences. Mais voilà, on est dans un pays où il faut parler la langue. Oui. C'est un plaisir en fait de parler la langue ici. Moi, tous les jours, je travaille en cambodgien avec des Cambodgiens, avec mes employés. J'adore être sur les marchés à négocier des choses. Il y a quelques années à l'île Maurice, on a eu notre plus belle expérience de marchandage avec des Indiens de l'île Maurice. C'est les meilleurs négociants que j'ai jamais vus. En fait, ils te vendent des trucs. Nous, on est forts. On négocie tout le temps, mais on s'est fait blouser et avec plaisir. C'était un plaisir de leur acheter des trucs dont on n'avait pas besoin, en sachant qu'ils étaient 3 fois trop chers. Donc, et c'est ça en fait. On n'est pas des citoyens du monde. On est des gens qui allons à la rencontre des autres cultures. Notre culture nous aide à rencontrer les autres. L'autre, il a autant envie de te rencontrer que voilà. Mais quand tu as une culture, quand tu as toi-même gardé une culture et que tu n'es pas devenu un mondialiste sans culture ou une culture globale, vaseuse et plus ou moins réelle, en fait, quand toi-même tu es un homme de la tradition, de la culture, tu ne peux qu'apporter une communion avec l'autre et ça se voit tout de suite. Je veux dire. Il faut s'intégrer, il faut essayer de comprendre l'autre dans sa culture et non pas hors culture, hors sol. Voilà. Dans ce monde mondialiste, etc. Alors je fais. Oui, vas-y. À mon tour. Oui, et donc je rebondis sur ce que. Facebook, abandonnons Facebook. Bon. Pendant des années, en fait, donc ce que tu dis, j'ai emmené des gens, moi, dans les forêts de Ratanakiri, chez ce qu'on appelait les Moy à l'époque de l'Indochine française, ce qui voulait dire les sauvages. Les Cambodgiens les appellent en général les Pnong. Ce qui n'est pas très loin, même si les Pnong c'est une ethnie parmi d'autres. Montagnards, ça veut dire. En tout cas, c'est des ethnies montagnardes qui ont gardé une culture qu'avaient les Cambodgiens en fait avant de recevoir cette influence culturelle indienne. D'ailleurs, Adhémar Leclerc disait le Khmer est un Pnong hindouisé. Et donc, c'est des gens qui, pendant très longtemps, ont gardé leur culture. Et moi, je suis peut-être le dernier à avoir été le témoin de ça. Ouais. J'ai lu les bouquins des explorateurs français de l'Indochine. J'ai vibré à leurs explorations et j'ai fermé la porte derrière moi, en fait.
Et ça a été terrible en fait. Ouais. En fait, ces gens avaient survécu. Alors le colonialisme français, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ne leur a pas fait de mal du tout. Parce que les Français, on aime bien les causes perdues. Et on a protégé ces gens contre l'affairisme et des Français et des Vietnamiens surtout, pas également. Il y avait un gouverneur. Bon, le nom m'échappe, ça me reviendra, il avait protégé cette zone et il avait créé, Léopold Sabatier il s'appelait, il avait créé la palabre du serment du Darlac, où il mélangeait, un peu à la façon de Lyautey d'ailleurs, les lois coutumières et les lois de la République. Ouais, d'accord. Et ça se passait très bien. Il avait tenu les affairistes dehors et du coup il y a eu une cabale contre lui à Saigon. Il a fini par être envoyé. On a monté des affaires contre lui ignominieuses et il est mort en exil et de tristesse en France. Et bon, ça c'était des grands Français, des gens qui ont aimé les populations qu'ils ont rencontrées au travers de leur travail. Et donc moi, mon boulot en tant que guide, ça a été de faire prendre la sauce en fait entre des gens, des cancérologues new-yorkais, j'avais beaucoup de toubibs en fait dans mes groupes, des Français, et des gens qui avaient à l'époque encore, qui vivaient une civilisation très proche de ce qu'on avait pu voir au néolithique ou post-néolithique, et de faire que tout le monde rigole ensemble en fait. On avait de la vodka vietnamienne dégoûtante, donc on arrivait dans les villages et arriver à pied c'est une méthode humaine en fait. Tu souffres sur la piste, en plus moi en tant que guide, les gens ils me cassaient moins les bonbons, parce que quand tu es fatigué, tu as moins de récriminations. Et quand tu arrives, tu es content, t'es content que le guide soit assez sympa pour t'attacher à ton hamac, parce que toi tu sais pas le faire. Et j'ai beaucoup plus aimé être guide à pied dans la nature que guide avec des 4x4 où tu arrives dans un village, c'est une invasion. J'ai été parachutiste, j'ai pas besoin d'envahir des villages. C'est beaucoup plus agressif. Voilà, et le but c'était de faire se rencontrer des peuples différents. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant des années, jusqu'à ce que malheureusement le mondialisme, et cette fois-ci apporté par les Cambodgiens eux-mêmes, détruisent complètement ces zones par la déforestation et par le consumérisme. Oui, la quête de l'argent qui est quelque chose dans le monde asiatique en général et au Cambodge en particulier, quelque chose de très fort. Mais là, je voudrais dire que je ne peux pas non plus reprocher cela à ces gens qui... On peut pas blâmer des gens de vouloir une forme de confort que nous on a eu et qu'on peut rejeter parce qu'on est des bourgeois. Non, mais en tout cas, pour moi, c'était triste. Oui, bien sûr. C'était très triste. C'est clairement triste. Mais j'ai eu le privilège d'être le dernier à voir ça. Un petit peu, c'est Tintin en Amérique. Tu vois, Tintin, il arrive et il voit les affairistes. Tiens, vieux Sachem, prends $50, va-t'en, on va mettre des derricks. Et j'ai vu la même chose ici. C'est vrai que le Cambodge ça a été à la fois un privilège et une grande tristesse. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut peut-être résumer, et après on va aborder notre sujet du jour, c'est que dans ta jeunesse, comme moi, tu as été un peu nationaliste, souverainiste, on peut dire un peu, aujourd'hui on est qualifié d'extrême droite. J'attends que la moto passe. On est qualifié d'extrême droite, mais là je voudrais faire quand même une petite parenthèse parce que en réalité, toi comme moi, je pense que nous avons l'amour de la liberté. Et le Cambodge est toujours un pays quand même relativement libre par rapport aux contraintes qu'on peut avoir en Europe ou en France, pour ouvrir une société, pour faire un petit business, etc. Et ça, c'est ce que tu as recherché, toi, initialement. C'est ce qui t'a plu au Cambodge. Alors, d'abord, moi, le constat, c'était que j'avais essayé de faire bouger les choses en France et puis que ça n'avait pas fonctionné. Encore aujourd'hui, hein, là, avec... Alors, je ne sais pas, on s'y est probablement mal pris. Après, on avait affaire à des forces qui étaient beaucoup plus puissantes que nous. Puis, il y a un moment, le constat, c'était est-ce que j'ai envie de vivre une vie, de continuer à vivre cette vie-là, qui allait me conduire à plus ou moins court terme en prison, ou en tout cas à continuer à avoir des plus gros démêlés avec la justice, ou est-ce que égoïstement j'allais privilégier ma vie et mes futurs enfants, parce que je ne voulais pas non plus, j'aime trop la France pour envisager d'élever mes enfants dans un pays qui ne lui ressemblerait plus, alors que je pouvais moi à l'étranger. Et j'ai vu une vidéo récemment de Thaïs Descuffon où elle disait que vos enfants, si vous les élevez à l'étranger, ils seraient moins français. Ben, c'est pas vrai. Tu te trompes, Thaïs.
Tout dépend de la façon dont on les élève, bien sûr, de la personnalité du papa et de la maman et du milieu dans lequel ils vont évoluer. Nous, on évolue au Cambodge. Je dirais que, excuse-moi, je fais une parenthèse, je dirais que c'est même l'inverse. Ils sont plus français élevés au Cambodge qu'en France. D'accord? C'est paradoxal, mais je pense que c'est le cas. Moi, ma femme, qui est cambodgienne pourtant, hein, mais qui a la nationalité française, elle est arrivée pendant la guerre, elle est plus française qu'un Français. Elle est écœurée par ce qui se passe, par exemple. Elle est vraiment scandalisée. Ça, c'est l'effet Zemmour, hein, on va dire. Hein. C'est entre guillemets, le converti qui est pire que l'original. Mais pire n'est pas forcément le terme juste. Non, oui. Mais alors, je voulais juste te dire une chose, c'est que comme tu parles de ces identitaires qui critiquent en fait les Français qui partent de la France, non, si vous voulez partir de la France, vous partez. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, vous allez représenter la France à l'étranger et donc vous faites rayonner la France. Si vous êtes un souverainiste, un nationaliste ou un homme de la tradition ou une femme de la tradition. Le côté identitaire à tout prix que certains revendiquent est pour moi quelque chose qui est complètement hors temps. En 1930, mais ça sera le sujet après du sujet de la vidéo, dans les années 20, ok, oui, on était identitaire, c'était normal, c'était dans l'air du temps, tout le monde l'était plus ou moins. Mais aujourd'hui, même si on est anti-mondialiste, et on en parlera peut-être à la fin avec tes enfants, on doit quand même accepter une réalité. C'est que le monde change, hein. Le monde change quoi qu'il arrive. Donc ce que je veux dire par là, il ne faut pas s'enfermer dans un côté racialiste, raciste, stupide. Oui, tout à fait. En tout cas, oui, le monde change, on n'y peut pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui est, à mon avis, très très important. Nous sommes français. Être français, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est beau, c'est grand, c'est une histoire qu'on n'a jamais fini d'étudier, une littérature qu'on n'a jamais fini de découvrir. Et c'est trop beau pour que ça meure. Ça va changer. Ça changera, oui. C'est en train de changer. Le pays a changé. C'est plus le même. J'ai plus envie d'y aller. Ouais. J'y vais plus. Enfin, j'évite d'y aller. Mais je suis rabiquement français. Et il faut maintenant envisager d'autres façons d'être français, en fait. Oui. Je n'ai pas forcément la réponse à ça. Mes enfants sont très très français en étant franco-cambodgiens, mais cette alchimie que j'ai pu produire avec les miens n'est pas forcément valable pour mes amis qui ont eu des enfants au Cambodge. D'abord, ils les ont élevés selon leurs convictions à eux, qui n'étaient pas les miennes. Certains m'ont même fait des reproches en disant comment oses-tu les élever dans des convictions qui vont leur porter préjudice à terme. Et c'est vrai, le monde n'est pas tel que j'aurais voulu qu'il soit. Donc inculquer des valeurs à mes enfants qui ne sont pas celles de notre bon président, c'est pas forcément bon pour leur carrière. Les gens qui sont comme nous, qui vivent en France, ont souvent une mort sociale, une mort. Ils peuvent pas trouver de travail, c'est terrible. Je t'interromps 2 secondes parce que du coup, je voulais aborder ça à la fin, mais on va l'aborder maintenant, c'est aussi bien. C'est que je pense que justement tes enfants ont acquis ce côté traditionnel par ton éducation, l'amour de la France, de la patrie, et ainsi de suite. Mais en même temps, ils sont influencés par la mondialisation. Donc moi, je pense qu'ils savent déjà s'adapter à ça. Oui, probablement. Et ils sont beaucoup plus souples que ça, parce qu'en fait, les nouvelles générations, ce qu'on appelle d'ailleurs, certaines philosophes appellent ça les générations slash, c'est que c'est plus qu'ils soient interchangeables, c'est qu'ils sont adaptables. Alors il y a du mauvais et du pour, ça reste toujours un problème de classe sociale, mais je pense que tes enfants, ce sont des patriotes, entre guillemets, mondialistes. C'est-à-dire en fait, ils vont garder le meilleur de la France, le meilleur de cette culture immortelle qu'est la France, qui est un pays fantastique et d'ailleurs qui est un pays qui va au-delà de la race, même s'il y a un côté européen. C'est un pays avant tout culturel, d'esprit, de finesse intellectuelle, d'amour, de convivialité, de bouffe, de vin. Je pense que ça, ils vont le garder, tout en prenant le meilleur du mondialisme. C'est-à-dire, en fait, il y a du bon dans le mondialisme ? Oui, il y a du bon dans le sens où c'est respecter la culture de l'autre et c'est le voyage, on peut voyager, etc. Bon, on voyageait dans le passé et peut-être qu'on respectait mieux maintenant. Le tourisme de masse ne montre pas une très bonne image de ce respect que tu évoques. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette génération va prendre le meilleur des 2 mondes et faire un nouveau monde. J'en suis assez confiant. Alors, c'est pas forcément
exactement ce que me racontent mes enfants par rapport Alors, à leurs collègues de fac. Ils sont oui. souvent un peu terrifiés de ce qu'ils voient du niveau et du niveau intellectuel et des aspirations. Tu veux dire, tu parles des Français en France? Des Français en France. Ouais. Voilà, parce C'est-à-dire que. qu'eux auraient tout abandonné. Oui, c'est ça. Alors moi, je me souviens déjà, à mon époque, le bonheur pour la plupart de mes condisciples étudiants, c'était de fumer des pétards avec leurs copines en regardant un DVD. Ouais, et maintenant, il y a Netflix, donc c'est pire. Voilà. Et pour moi, c'était pas possible. Ils ne sont pas tous comme ça, rassure-moi. D'après ce que j'entends, il serait pire maintenant. Je ne sais pas. Non, mais en tout cas. Laisse-moi dans mes rêves. En tout Je cas, pense qu'il y a une solution. alors je ne sais pas s'il y a une solution, mais ce que je sais par contre, pour l'avoir vécu, et je suis malgré tout retourné quelques fois en France, et il y a des jeunes qui brillent, qui brûlent toujours d'une vraie flamme. Je pense. Dans tous les camps d'ailleurs, même à gauche. Et l'important quand on est jeune, c'est cette flamme. Oui, oui, oui. Et c'est de partager, c'est d'avoir des camarades. Oui, oui, oui. Des camarades que, pour ma part, j'ai gardé toute ma vie. Même si je les vois pas souvent, Mais je les salue. Ça s'appelle vivre en réalité. C'est que- Non. Enfin, ce que nous, on a fait, on a vécu. Beaucoup de gens n'ont pas vécu. Oui, mais ce que je veux dire, ce que tu décris, pour moi, ça s'appelle vivre. Un Oui. jeune doit vivre. Un jeune doit vivre, mais la plupart des jeunes ne vivent pas. Non, mais d'abord, L'éducation, parce que d'ailleurs, s'y emploie. L'éducation nationale s'y emploie. Absolument, ouais, c'est ça. En abaissant le niveau des. Enfin, on fait en sorte qu'il n'ait pas d'aspiration Oui, mais c'est- grande, en fait. On les angoisse, maintenant avec la Covid, enfin je veux dire, maintenant il y a un nouveau virus, tu sais, c'est le, je sais pas quoi. Je sais pas, ils vont nous trouver plein de trucs. Donc être jeune aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Ça a été, je pense, plus simple à notre époque, parce que nous, on est dans la génération qui se sont révoltés contre les hippies. Donc, nous, Les hippies étaient eux-mêmes une autre révolte. Donc, Après, ça fait peut-être 4000 ans que les jeunes se révoltent. oui, je pense aussi. Hein. C'est le. Et malgré tout, il reste toujours un espoir. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que la France produit encore de très très belles individualités. Bah, écoute, moi je pense. Chose que je n'ai pas vue aussi fréquemment au Cambodge, malheureusement. Oui. Ouais, c'est un autre débat. C'est le système d'éducation, la façon. Je veux dire, le Cambodge a souffert. Il n'y a plus de En effet. philosophes, il n'y a plus de philosophes, il n'y a plus de poètes, ou très peu. Je veux dire, Pol Pot a fait beaucoup de mal, même ne serait-ce que par rapport aux voisins vietnamiens, où il y a encore des intellectuels. Beaucoup. Ouais. Le Vietnam, pays où je ne vivrai pas pour plein de raisons, m'impressionne beaucoup par la qualité de ses intellectuels et de ses Ingénieurs, artistes. poètes, artistes. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération d'artistes quand même au Cambodge qui apparaissent. Je pense que ça change, mais ça, c'est le. Mais c'est reconstruire un pays à partir de zéro. Ouais, C'est un voilà. peu comme si ça arrivera peut-être malheureusement. C'est recommencer la France avec les IVA. C'est ça. Donc là, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un autre chose. Mais bon, on va clôturer un peu là-dessus parce que le temps passe vite. Et je vais juste aborder un peu rapidement le sujet de la vidéo qui est secondaire maintenant, et c'est très bien. Mais je vais faire une transition là-dessus. C'est que toi, comme moi, nous sommes entre guillemets, des nationalistes. D'ailleurs, je suis, excuse-moi, Vas-y. je suis aussi un nationaliste cambodgien maintenant. Oui, bah du coup. C'est mon deuxième pays. Ouais. Il m'a fait l'honneur de m'accorder la nationalité. Donc, s'il y a besoin de prendre les armes pour lui, même vieux et impotent comme je suis, il y a quelques années, par exemple, pendant les problèmes qu'avait le Cambodge avec la Thaïlande au temple de Pravir, j'avais même proposé aux autorités de me mettre sous les ordres j'étais un peu plus jeune encore à ce moment-là, et de faire mon devoir. D'accord. Je pense que c'est très important. Non, absolument. Mais ça, attends, je reprends. Ça, c'est exactement ce que décrit Pierre-Yves. C'est l'inverse de ce bobo mondialiste. Comment tu disais au début là, par rapport à Facebook là, le citoyen du monde. le citoyen du monde. Voilà. Merci. Ce mec qui a fait tant de Le pays. citoyen du monde, lui, il ne se serait pas porté volontaire pour aller combattre à Prévire et défendre le Cambodge. Hein. Il serait barré vite fait dans un autre pays. Etc. C'est des gens qui sont déracinés. Alors, le temps passe parce que là on est déjà à 40 minutes. On va bientôt conclure.
On voulait parler un peu de l'Ukraine parce que toi, tu es un peu nationaliste pro-ukrainien, moi plutôt pro-Poutine. Bon, je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que là, on va pas avoir le temps. Et pourquoi pas, on peut laisser tomber le sujet initial de ta vidéo auquel je n'entends rien du tout et parler de l'Ukraine. Faisons ça alors, faisons ça. Faisons ça. Vas-y, alors développe tes grandes théories géostratégiques. Alors moi, oui, alors c'est vrai que moi, quand je parle de Poutine et de l'OTAN, je parle d'un niveau géopolitique, du mondialisme contre les mondes des BRICS, qui sont les mondes de la tradition. Bien évidemment, ce que je dis est une simplification, je caricature, mais en d'autres termes, pour moi, il y a deux pôles qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a le pôle qui reveut un monde multipolaire, d'accord ? Donc j'inclus l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, même le Cambodge, la Russie bien évidemment. Et la Russie veut un monde multipolaire qui est à mon sens plus équilibré et mieux, ce que De Gaulle aussi voulait politiquement, un monde non aligné, une France non alignée. Et là, nous voyons l'inverse se passer avec l'OTAN. L'OTAN est une sorte de pieuvre noire qui veut insérer tous les pays européens, faire la guerre en Europe, divisée pour régner à mon sens. Il n'y a rien aux États-Unis, les États-Unis vont s'enrichir, l'Europe va s'appauvrir, et tout ça dans quel but? C'était le sujet d'une de mes vidéos que j'ai appelé le péril jaune, c'est que derrière la Russie, il y a la Chine. Et les États-Unis sont un empire en fin de vie, ils ont abusé économiquement, ils auraient dû faire faillite il y a en 2008 déjà, et ils survivent par leur puissance militaire et leur puissance du dollar, donc monétaire et l'endettement généralisé du monde. Et la guerre en Ukraine est pour moi un dernier soubresaut. Il y a des pauvres gars, et ça c'est ce que tu vas sans doute m'expliquer, il y a des pauvres types aujourd'hui en Ukraine qui aiment leur pays, qui se sentent agressés par la Russie, mais à mon sens à tort. J'en parlerai après à l'intervention de ton intervention. Et là se joue quelque chose au niveau géopolitique d'énorme. C'est-à-dire l'OTAN essaye, les États-Unis, l'Anglais, essayent et dans une dernière tentative du contrôle du monde. Parce qu'il ne veut pas voir ce nouveau monde naître, ce nouveau monde multipolaire où l'Inde aurait son mot à dire, où la Chine a son mot à dire, mais où le Brésil a son mot à dire. Voilà, c'est un peu ce que je décris. Voilà, alors moi je peux souscrire à peu près à tout ce que tu as dit. Je suis d'accord. La vidéo s'arrête. Mais. Alors, je n'aime pas plus l'OTAN que toi. On se souvient de ce qui s'est passé, des bombardements scandaleux sur la Serbie. On sait pas de la partition du Kosovo, de l'Irak. En plus, c'était totalement hors mandat, semblerait-il. L'ONU n'avait pas. Donc, je suis d'accord sur tout ça. Je suis d'accord sur le monde multipolaire. Moi-même, je souscris à la politique de Norodom Sihanouk à l'époque. Qui est membre fondateur des pays non alignés, oui. Que De Gaulle en son temps a soutenu. Vive le Québec libre. Absolument. Et je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Après, alors, dans le cas de l'Ukraine, l'Ukraine est un pays dont toi et les Russes doutaient beaucoup finalement même de l'existence. Ça serait que des pauvres ploucs bons à manger du goulash à l'heure où on... C'est bon, le goulash. Non, je déteste la betterave. C'est le seul plat que je peux pas manger. C'est autant russe que ukrainien d'ailleurs. Ah bon, tant mieux. Si j'étais un jeune Ukrainien maintenant, ouais. Mon pays, dont les Russes disent qu'il n'existe pas, alors qu'en fait c'est finalement lui qui a créé la Russie, puisque c'est à Kiev que c'est né. Mon pays qui a tant souffert, de la Russie, à travers le communisme, à travers l'Holodomor, 6 millions de morts. Ça, c'est tout à fait. Mon pays. Alors là, on va être. Non, excuse-moi, j'ai libéré les bêtes, les chiens, parce que voilà, excuse-moi. Alors on va être couvert de bave. C'est une technique pour le déstabilisation. C'est une technique russe. Technique du KGB. Donc voilà. Alors je suis un jeune Ukrainien aujourd'hui. Il y a l'OTAN et particulièrement les Américains qui sont actifs dans le pays pour. Alors c'est un pays corrompu. Hein, l'Ukraine est un pays très corrompu, comme l'est la Russie. Elle l'est moins depuis que Poutine est arrivé. Oui. Et moi, avant que Poutine, n'attaque l'Ukraine, j'étais plutôt pro-Poutine. Oui. Maintenant, il y a un principe simple en fait, c'est que quand il y a des gens qui se livrent à une lutte d'influence chez toi, tu vas plutôt utiliser celui qui est loin
qui est a priori moins dangereux pour toi et qui t'a moins fait souffrir dans l'histoire. Ouais. Si demain la France fait l'objet des mêmes tentatives de déstabilisation, eh bien je choisirais plutôt celui qui est le plus loin, avec lequel... C'est mon voisin qui a une Harley. C'est un plouc en Harley. Moi, je roule en Triomphe. Ouais, en Harley. Ouais, Tu vois, il y a beaucoup de choses qui nous opposent. Donc en fait, un jeune qui a un cœur ardent aujourd'hui en Ukraine, il a deux solutions. Ou il est avec les Russes, parce qu'il est plutôt d'obédience communiste et d'origine russe, encore qu'il y a des russophones maintenant qui, avec les bombardements russes, ont choisi l'Ukraine. Parce que tant de mépris, tant de violence, ça crée une radicalisation. Ça, exactement comme les bombardements américains au Cambodge ont favorisé les Khmers rouges, des gens qui n'avaient rien pour les Khmers rouges, mais quand tu as tout perdu à cause de l'ennemi qui te bombarde de haut, eh ben, tu vas choisir celui qui est plus proche de toi ou celui qui t'aide. Et les Américains ont été malins. Et Poutine a été un peu... avait-il une autre solution? J'en sais rien. Ouais, en tout cas... On l'a piégé plus ou moins, ça on est d'accord. En tout cas, moi... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Russes essayaient de reprendre certaines parties qu'ils estiment russes de l'Ukraine. En agitant en sous-main des partis communistes, hein, il faut le dire. Parce que dans les républiques indépendantes du Donbass, on voit le drapeau communiste flotter, c'est des régimes communistes. Hein. Et donc moi déjà... en tant qu'anticommuniste primaire, ça me hérisse. Alors, tu vas me dire que ça a changé, machin, tout ça. C'est pas le communisme. Voilà, mais bon, moi, mon beau-père cambodgien, il est mort tué par les Khmers rouges. Toi et moi, on s'est construit contre les communistes. Absolument. On a pris des baffes aussi. T'en as donné plus que moi. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, le monde évolue. En tout cas, jeune Ukrainien plein de feu, tu vois que ton pays va à la dérive à cause des pourris comme Zelensky et ceux qui avaient avant. C'est pour ça qu'ils ont créé ces corps francs qui ont repris le contrôle du Donbass, de Mariupol. Donc là, tu parles d'Azov. Je parle d'Azov en particulier, des gens que tu m'accuses d'idéaliser, et en effet, je ne les connais pas. Hein. Et en fait, on en dit tellement de mal sur les réseaux sociaux, comme quoi ils prendraient les civils en otage, qu'ils auraient violé, machin. Je pense que c'est une petite partie qui... Après, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Non, en tout cas, la guerre n'amène, elle amène au meilleur et au pire. En tout cas, ce sont des jeunes pleins de feu qui ont renversé la donne. Comme les corps francs avant en Allemagne, voilà. Et ce courage, moi, il emporte mon adhésion totale. Devant ce courage, devant ce patriotisme ultime où beaucoup ont déjà tout sacrifié, certains maintenant vont pourrir dans des goulags après avoir été traînés devant des tribunaux post-soviétiques, mais qui vont y ressembler énormément. Eh ben, ces gens-là ont mon admiration, ma compassion, et si j'avais été plus jeune, je les aurais rejoints. Alors, Pierre-Yves, après, je suis d'accord avec tes options géopolitiques, mais après, quand tu es un homme, tu as à faire face à ces choix-là. Maintenant, nous, on est des hommes plus âgés. On a des familles, on a des affaires. À 20 ans, j'aurais été avec eux. Ouais, ça c'est possible, mais même moi, hein, c'est possible. Comme peut-être toi plus vite que moi encore. En Serbie, j'ai beaucoup d'amis qui ont été du côté croate durant la guerre. Mais moi après, aussi. Quand j'étais videur, j'ai travaillé avec des Serbes que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, tous les combattants ont droit à notre respect. Absolument. Et à arrêter qu'on leur jette de la boue, comme c'est le cas tout le temps sur les réseaux sociaux. Et avec des pseudo-journalistes qui passent faire des reportages avec leur téléphone portable, emmenés par des guides politiques. Voilà, comme Tintin chez les soviets. Voilà, c'est pareil. Non, mais alors pour conclure un peu sur ce sujet, c'est que d'abord, il faut être très clair. Poutine rêve sans doute de refaire un empire russe, d'accord? Donc il faut se méfier de ça en tant qu'occidental. Moi j'ai toujours dit la Russie n'est pas un pays occidental et ni européen pour moi. Elle aurait pu le devenir historiquement à une époque. Elle a trahi Napoléon, il ne faut pas l'oublier, pour les Anglais. Donc, et ensuite elle est devenue un empire, mais un empire quasiment asiatique pour moi, d'accord? D'ailleurs, c'est aussi un des reproches qu'on peut lui faire. Les anti-Poutine souvent font ce reproche-là, le péril jaune. Mais pour moi, la Russie, telle qu'elle est définie aujourd'hui, doit être un pôle
mais certainement pas un pôle européen, d'accord? Si un jour l'Europe s'unit, ça sera sans les Russes, à mon avis, parce que ce n'est pas envisageable d'un point de vue politique et géographique. Et c'est très mal engagé maintenant. Non, mais là, c'est mort. Et donc voilà. Maintenant, moi, personnellement, d'un point de vue humain, je trouve ça extrêmement triste. Je suis vraiment peiné de voir des jeunes gars de 20 ans s'entretuer des deux côtés à cause du mondialisme. Parce que je vais revenir à ça. C'est pas Poutine entre guillemets qui a déclenché cette guerre. Bien sûr, c'est lui qui a envahi l'Ukraine. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça serait compliqué de dire le contraire. Mais en fait, il a réagi à des manœuvres, à des manipulations de l'OTAN. Et pour moi, ce que j'appelle l'anglais, c'est-à-dire la pourriture. Je ne parle pas du peuple anglais, hein, d'accord? Je parle toujours des élites. Surtout que tu as certaines origines anglo-saxonnes. Écossaises, mais bon, nous... Tu leur as résisté un certain temps. Écossais, irlandais, du côté de mon père, donc nous, on a été les premières victimes, mais la caste supérieure anglaise, cette caste dirigeante qui est toujours au pouvoir, aux manettes, et qui dirige les États-Unis, hein, c'est pas le contraire, sauf si Trump revient, c'est elle qui a été foutre la merde en Ukraine, celle qui a corrompu les gouvernements, etc. Et il est normal que ces jeunes aient réagi, puisque oui, un État ukrainien existe, hein, même si on peut le discuter parce que c'est pas un État récent, mais bon, la France s'est bien créée et la Bretagne a bien été intégrée à la France. Voilà, l'Alsace-Lorraine voilà. aussi. Donc, ça me dérange pas ça. Voilà, tu me parlais l'autre jour de la Crimée, tu me dis qu'elle n'a jamais été historiquement ukrainienne. Mais moi maintenant je me prends à rêver, tu vois, avec maintenant le soutien, le soutien de l'histoire, elle est aussi en cours. Elle est en cours. Et ben, elle va peut-être devenir ukrainienne maintenant, du fait de. Et ça, je l'espère pour eux. Je l'espère par rapport au sacrifice des soldats de Mariupol. Non, je pense que la guerre doit s'arrêter au plus vite parce qu'il y a eu suffisamment de morts, suffisamment de sacrifices. À mon avis, la guerre doit s'arrêter au plus vite. Les Ukrainiens n'ont pas l'air d'avoir envie de signer un compromis. Ouais, mais tu sais. Et je les comprends. Ouais, parce qu'après, ça va être comme pour nous la perte, la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 70. Ça crée un ressentiment. Ça va créer des problèmes, mais c'est moins récent. La Crimée, c'est Brejnev hein, qui l'a donné durant l'époque soviétique, qui l'a intégré dans l'Ukraine. Hein. C'est quand même relativement récent. Alors, la parole d'un dirigeant soviétique, ça vaut rien? Il faut demander à Poutine. Non, mais ce que je veux dire par là, pour conclure un peu là-dessus, c'est que oui, je comprends tout à fait d'un point de vue humain, d'un point de vue les gars défendent leur pays et ça j'ai rien à dire, ils se sont combattus d'une manière héroïque, mais moi ce qui me fait de la peine c'est qu'en fait à la limite ils auraient dû faire un mouvement nationaliste mais virer Zelensky et devoir demander de l'aide à Poutine avant ça et en laissant les provinces pro-russes aux Russes, parce que de toute façon les provinces pro-russes elles veulent pas devenir ukrainiennes, donc on peut pas. Je ne sais pas. Ça c'est, on est trop loin pour savoir. Toi et moi, on suit sur Telegram des deux bords. On voit ce que disent les gens. Il y a beaucoup de propagande difficile à savoir. En tout cas, l'histoire se fait maintenant. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ça s'arrête au plus vite parce que militairement, d'un point de vue militaire, hein, tu sais, les Anglais ne vont jamais envoyer de troupes. Les Américains, ils veulent. L'Ukraine, c'est 40 millions de personnes. Et ils sont très très motivés. Ils sont de plus en plus motivés. Cette guerre est peut-être en train de créer l'Ukraine. Probablement en train de créer l'Ukraine. De la même façon que finalement cette réaction des jeunes nationalistes qui sont allés combattre les troupes soutenues par la Russie dans le Donbass, ils ont créé une dynamique qui c'est pas le sacrifice des soldats d'Azov et des autres, parce qu'il ne faut pas les oublier, à Mariupol, ça fait que ça désemplit pas maintenant les bureaux de recrutement. Les jeunes, ils veulent en découdre, c'est un exemple pour eux. Nous, on a eu les cadets de Saumur, on a eu le sacrifice. Le sacrifice, il est aussi terrible que fécond. Non mais là-dessus tu as raison, l'histoire est en cours, on la voit, d'ailleurs c'est intéressant, mais le problème, moi je reviens un pas en arrière et d'un point de vue géostratégique, géopolitique, c'est que à ce moment-là, il faut qu'il vire Zelensky, il faut qu'il vire toute la racaille otanienne, etc. et qu'il crée un vrai pays, mais non aligné. Alors plus tard, parce que pour le moment c'est Zelensky avec tous ses copains en Occident qui leur trouvent du matériel pour se défendre. Est-ce que tu penses qu'ils vont les laisser faire?
est-ce qu'ils vont pas se Après, et garder que les mondialistes Après, de toute évidence, oui, ils vont vouloir mettre au pas les gens qui auront combattu pour refaire l'Ukraine dans son... nation non alignée, indépendante, souverainiste ça ne sera pas terminé avec la guerre. Mais et souvent, les anciens combattants se font avoir, comme après 14-18. C'est... en Indochine, les Français retournent. Le 6 février 34, voilà, c'est un exemple. Le retour d'Indochine où nos amis de la CGT crachaient sur les blessés, les évacués, les gens qui rentraient des camps de la mort après Dien Bien Phu. Ils leur crachaient dessus dans les brancards après avoir saboté l'armement. Ça, c'est de la trahison. Et ces gens-là, maintenant, leurs héritiers, ils sont très très puissants en France. Ouais, absolument, mais paradoxalement, ils sont anti-russes maintenant quasiment. Tu vois, tellement cette propagande otanienne est forte. Je sais pas ce que pense Mélenchon. Il pense à être de plus en plus. Enfin, il pense aux élections. Il pense à un ministère avec Macron. C'est ça. Donc, c'est ça. il s'aligne, on va dire. Ouais, enfin, bon, on va terminer parce que je pense que c'est déjà 1 heure de vidéo. Mais bon, voilà, cette discussion est intéressante parce que toi, tu penses que il y a un effet boule de neige qui se crée en Ukraine, d'après tes sources, et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager pour justement créer une nouvelle nation, on va dire, forte. Avec la pureté de la jeunesse. Avec la pureté de la jeunesse. Voilà, en rejetant complètement leurs oligarques, leurs présidents. On a bien vu les gars de Mariupol. Quand est-ce que vous nous envoyez de quoi tenir ? Non mais ça c'est... je n'ai aucune sympathie pour leur président, de même que j'en ai pas pour le nôtre actuel. Mais s'il fallait combattre pour la France maintenant, avec toute la pourriture qu'il y a derrière, j'irais combattre pour mon pays. Non mais ça je peux le comprendre. Mais... c'est viscéral. Ouais. Et je pense que c'est la même chose pour les Ukrainiens. Ouais, ça je le comprends bien et j'en suis d'accord. On va conclure là-dessus, c'est qu'en fait, on a vu en direct, dans cette histoire qui se construit, on a vu en direct l'abandon des soldats de Mariupol par Zelensky, qui leur a fait croire jusqu'à la dernière minute. Bon, toi, tu as plus d'informations. Oui, enfin, je suis. A priori, ils ont été quand même. Ils ont résisté parce qu'ils pensaient aller avoir un peu comme l'arme magique du Troisième Reich. Ils pensaient aller avoir une aide à un moment donné qui allait arriver. Probablement. Et d'ailleurs, on voit maintenant que les armes magiques du Troisième Reich, c'est Poutine qui les a avec son rayon vert. Ouais, son laser. Bon. Moi, tout ça en tout cas est bien triste, oui, mais le côté positif pour l'Ukraine, c'est que peut-être en effet une nation plus forte, plus belle va naître. On revoit tous ces jeunes avec leur tenue brodée, des mamans, tous les hommes qui sont partis au front, ces femmes qui veulent combattre. Moi, on m'a demandé ici, des Ukrainiennes m'ont demandé de les préparer au combat. Ça fait 30 ans que je ne suis plus grenadier voltigeur, je ne suis pas l'homme dont elles ont besoin et ce ne serait pas légal ici et je n'ai pas les compétences. Et en plus, ils les formeront bien mieux sur place en Ukraine. En tout cas, c'est pour dire que voilà, tu sens une ferveur. Il y a une ferveur, il y a des gens dont on n'aurait jamais pensé qui sont prêts à porter un fusil, et ben ils veulent le faire. Moi je lui dis à cette dame, tu as des compétences médicales, va plutôt travailler, mais non, elle veut aussi pouvoir tenir un fusil. Ouais, bon, donc c'est très noble. Ça rien à dire là-dessus, c'est ce qui manque à la France. Je veux dire, on va conclure sur la France parce qu'on est quand même français. Il n'y a rien de plus beau qu'une jeune femme farouche qui tient un fusil. Quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau. Ça c'est vrai, Et Boavista, qui a combattu Jules César en Angleterre, enfin chez l'Angleterre celte. Alors, on va conclure là-dessus et dire c'est ce qui manque à la France, cruellement, cette niaque. Et je pense, moi personnellement, que la France n'a pas encore suffisamment souffert pour qu'il y ait cette révolution, ce basculement. On a quand même été fichu de remettre Macron au pouvoir, je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On est vraiment... Enfin, je sais pas, mais bon, voilà. On va s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On fera peut-être une prochaine vidéo sur justement le mondialisme, souverainisme avec tes enfants, parce que c'était un sujet qui m'avait intéressé. Alors, on va terminer là-dessus. On va dire que Pierre-Yves, comme moi, on n'est pas du tout des identitaires racistes. Toi, tu as une épouse, des enfants métis. Moi, mon épouse est cambodgienne. Et tes chiens sont américains. Mes chiens sont américains, donc ouais, j'ai même de l'amour pour les Anglais. On va conclure là-dessus, c'est que nous, tout ce qu'on dit, c'est que
il faut, pour pouvoir aimer l'autre, s'aimer soi-même et avoir confiance en sa culture, apprécier sa culture, la protéger. Parce que on parle beaucoup d'écologie, mais vous savez que le sens de l'écologie, c'est la science du logis. C'est qu'on ne peut pas aimer un autre foyer si on ne respecte pas son propre foyer. Et notre foyer originel, c'est la forêt. Et le forêt originel, c'est la forêt. Et ça, c'est beau, très beau. On va conclure. Et c'est ça que j'ai aimé chez ces peuples d'Indochine, et les minorités du Nord-Est. Ils étaient, oui, ils croyaient dans tous les génies de la forêt. Ce sont des animistes. Et finalement, c'est aussi une des premières religions de l'Europe. Avant l'arrivée de Wotan ou de Bélénos, tout ça. Absolument. Et donc, pour moi, c'était une forme de retour aux sources aussi. Non, mais c'est vrai. Bah, on va conclure là-dessus parce que c'est joli. Donc, retournez à la forêt, retournez aux esprits enchanteurs des forêts. C'est Jack London. Lisez Jack London. Oui, c'est très bon, Jack London. Et soyez respectueux de nos forêts. Respectons nos forêts.